Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la guerre en Ukraine, une vidéo qui est tournée le 20 mai 2025, qui revient sur ce moment crucial dans lequel les deux protagonistes ne semblent pas en mesure de continuer à pousser leur avantage, avec des pertes records côté russe malgré une progression territoriale qui ralentit toujours davantage, l'Ukraine qui perd ses atouts à Koursk après d'intenses combats, mais qui marque encore des points dans la guerre aérienne, avec un nombre inégalé de ciblages réussis à distance, de nouvelles capacités pour ses forces navales qui ont abattu des chasseurs russes et une aviation de plus en plus présente pour le bombardement, tandis qu'au sol on voit une intensification de la guerre des drones et un nombre de plus en plus important d'assauts conduits par la Russie avec de simples véhicules civils ou des mobylettes, mais aussi une crainte de voir les forces russes qui étaient déployées dans la zone de Koursk se retrouver finalement sur le Donbass et pouvoir recommencer à avancer un petit peu plus rapidement. Mais avant de continuer, je vous rappelle que les vidéos qui parlent d'Ukraine et qui sont sponsorisées permettent de collecter de l'argent qui retourne à l'Ukraine, et notre partenaire aujourd'hui c'est Seili, les e-cartes SIM qui vont vous permettre de voyager partout dans le monde. Est-ce que ça vous arrive de voyager dans des pays dans lesquels il y a beaucoup trop de consonnes qui se suivent? Est-ce que ça vous arrive de voyager dans des pays dans lesquels la qualité des plats est douteuse? Mais surtout, est-ce que ça vous arrive de voyager sans savoir si, à l'arrivée, vous aurez la possibilité d'utiliser les données de votre téléphone? Si c'est le cas, alors Seili, c'est fait pour vous. Seili, c'est super simple, c'est ce qu'on appelle une e-carte SIM. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser votre téléphone et vos données à l'étranger comme si vous aviez une carte locale. Vous téléchargez l'application, vous choisissez le pays dans lequel vous allez vous rendre, vous achetez la quantité de données qui correspond à votre besoin. Le tarif est absolument imbattable, vous allez faire des super économies par rapport à du roaming traditionnel. Et en plus, vous avez la possibilité d'avoir des forfaits dans des zones entières. Si vous allez en Afrique, vous allez faire plusieurs pays, vous ne savez pas encore lesquels. C'est vraiment la solution universelle qui passe partout. Donc que vous voyagez pour le loisir ou pour le travail, suivez le lien qui est en commentaire de cette vidéo, incogni.com/Titelman, ou utilisez le code Titelman pour avoir 15% de réduction sur vos prochains voyages. Allez, on retourne travailler. On retourne à notre vidéo et on revient maintenant sur le front, et finalement l'action elle est relativement simple à décrire du côté ukrainien, puisque les Ukrainiens sont simplement positionnés en défense afin de faire face aux assauts russes, et on peut souligner l'évolution de ces défenses qui ne sont plus constituées de larges réseaux de tranchées qui étaient adaptés contre l'artillerie, mais ce sont plutôt des dizaines de petites caches avec un toit, le tout camouflé pour s'adapter aux drones, et on comprend avec l'analyse des images et la remontée des informations des deux camps, parce que évidemment les drones kamikazes provoquent à eux seuls les 3/4 des destructions matérielles, ainsi que les 2/3 des pertes humaines sur le champ de bataille. Alors, la défense ukrainienne, elle a évolué d'une manière qui est relativement facile à comprendre. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs couches de défense, y compris dans la profondeur russe, c'est-à-dire du bon renseignement qui permet de prévenir l'arrivée et la préparation des assauts russes. Et donc, ces assauts sont arrêtés par une volée de drones kamikazes FPV et par l'artillerie, avant de pouvoir arriver dans une ligne à partir de laquelle les Ukrainiens vont engager leurs chars. Là, c'est en dessous de 5 km. Et ensuite, une fois qu'ils arrivent sur la ligne 0, là, ils sont accueillis par des réseaux de mines et par les hommes qui tiennent la ligne 0. Et côté russe, évidemment, c'est tout le contraire, puisqu'ils conduisent pas moins de 16 000 assauts sur l'ensemble du front chaque trimestre, c'est-à-dire qu'il y a une tentative tous les 5 km tous les jours sur toute la longueur du front. C'est gigantesque, mais c'est des chiffres qui sont relativement stables depuis un an, même si l'immense majorité de ces tentatives sont évidemment des échecs. Et vous voyez ici que l'immense majorité de l'effort est réalisé dans l'oblast de Donetsk. Ce graphique représente là la répartition géographique des assauts sur les mois de mars et avril. Alors, on observe aussi des évolutions dans la conduite de ces assauts par la Russie. C'est lié à la fois aux pénuries de matériel militaire, mais aussi à l'adaptation à la défense mise en place par les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'assauts mécanisés lourds dans lesquels les blindés sont envoyés à l'assaut de positions ukrainiennes, car la méthode est trop facilement repérable, même s'il reste des tentatives régulières. Et donc, les gros équipements ont laissé leur place à des véhicules plus petits, mais en plus grand nombre, comme des petites motos électriques, les éternelles voiturelles de golf ou les quads qu'on voit de plus en plus nombreux sur le front, mais aussi des 4x4, des camionnettes qui sont envoyées à l'assaut des tranchées ukrainiennes, et on a même vu des bus scolaires, des tracteurs d'assaut, et également les fameuses trottinettes qu'on voit quand même depuis quelques mois maintenant. Sur les méthodes, on pense aussi que les Russes sont pas forcément correctement briefés pour faire les assauts, ils semblent pas connaître le terrain dans lequel ils arrivent, et ça se voit par exemple à l'image de cette moto qui va simplement foncer tout droit vers un fossé anti-char, comme s'il ne savait pas ce qu'il allait trouver en face de lui. Donc on va maintenant voir ces données en détail, en commençant par l'évolution de terrain, et sur les 4 premiers mois de l'année, la Russie n'a progressé que de 668 km² en territoire ukrainien, c'est presque 4 fois moins vite qu'au dernier trimestre 2024, et donc vous voyez la baisse du rythme de progression mensuelle, et vous voyez ici les statistiques depuis le début de la guerre. On note aussi que la quasi-totalité de ces progrès ont été réalisés dans l'oblast de Donetsk, et vous voyez sur cette carte les avancées russes en 2023 enfoncées, puis chaque trimestre
ici en rouge clair avec le premier trimestre 2025, ce qui permet de constater le fort ralentissement par rapport au trimestre précédent, au cours duquel les Russes avaient jeté toutes leurs forces avant l'arrivée de Donald Trump, qui potentiellement aurait pu soutenir davantage les Ukrainiens et donc bloquer le front. Malheureusement, c'est pas arrivé. Si on regarde désormais les pertes humaines, on va rappeler qu'environ 15 000 drones kamikazes sont consommés chaque jour en cumulant les deux camps. L'Ukraine estime de son côté qu'elle arrive à taper environ 80 000 fois avec ses FPV chaque mois sur une cible, ce qui fait qu'environ 25% des FPV vont au but, mais ça ne veut pas dire que ça provoque 80 000 pertes évidemment, puisqu'il faut souvent des dizaines de drones pour venir à bout d'un véhicule ou d'une installation. D'ailleurs, à noter, du côté russe, on observe beaucoup de vidéos où l'explosif de FPV ne fonctionne pas. Par exemple, ici, ils envoient 7 FPV de suite sur cet obusier AS-90, ou dans ces images où un FPV frappe un Ukrainien à la tête mais n'explose pas. Donc il y a probablement une série de drones russes ou de systèmes de déclenchement des explosifs qui ne fonctionnent pas. C'est tant mieux et c'est certainement une chance temporaire pour les Ukrainiens. Quand on regarde les pertes humaines prouvées, la Russie a déjà perdu 107 000 hommes, prouvés nominativement connus, sur une base de données qui compte 165 000 entrées, mais qu'ils n'ont pas encore réussi à tout trier pour ceux qui font cette investigation. Et évidemment, les pertes réelles, elles sont largement supérieures, qu'elles sont estimées entre 185 000 et 260 000 morts dans l'armée russe. L'année 2024 est la pire pour la Russie, puisqu'on a presque 3 fois plus de morts qu'en 2022, ce qui n'est pas étonnant quand on voit les images. Parfois, les assauts ressemblent à des films de zombies, comme ici, il y a des dizaines de Russes qui sont alignés les uns derrière les autres pour monter au front à pied. Et le plus ironique, c'est évidemment que les Russes prétendent que ces chiffres sont faux, mais dans le même temps, le gouvernement russe a porté plainte contre Google, qui a publié, qui a partagé les fuites russes officielles. Donc finalement, ils ont fini par confirmer la véracité des données qu'ils critiquent eux-mêmes. Et à côté des morts, on estime qu'il y a environ 3 fois plus de blessés graves, ce qui nous mène à plus d'1 million de pertes au total pour l'armée russe. Et là aussi, on a quelques détails supplémentaires grâce à plusieurs fuites de données. Et la principale, elle fournit le détail sur 166 000 blessés. Et on découvre que les médecins ont classé certaines amputations comme étant des blessures mineures, certainement pour falsifier, y compris pour le gouvernement russe, le nombre réel des pertes et des blessures graves. Donc côté ukrainien, les données elles sont beaucoup plus précises et transparentes, avec 74 000 morts et plus de 62 000 disparus nominativement connus, ainsi que 6 400 prisonniers qui sont malheureusement souvent torturés, voire tués. Et plus globalement, ces données sont peu redressées car les pertes sont rapidement officialisées et publiées sur les statistiques officielles ukrainiennes. Et les comparaisons de la liste avec le remplissage des cimetières montrent qu'il y a peu d'erreurs. Et donc on a globalement 2 fois moins de morts du côté ukrainien que du côté russe. Pour ce qui est des blessés, leur nombre est là aussi considérablement plus faible et les blessures sont moins graves en raison d'abord de la meilleure proximité avec les hôpitaux ukrainiens, et c'est justement pour réduire la capacité à assurer des soins que la Russie cible particulièrement les hôpitaux, avec plus de 2600 attaques recensées par l'Organisation mondiale de la santé sur le système de santé ukrainien, et ce sont des chiffres officiels indépendants évidemment puisqu'ils sont donnés directement par l'ONU. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, sont les tendances, et quand on regarde les statistiques des morts prouvées, on voit que le nombre de pertes prouvées russes augmente, tandis que celle de l'Ukraine diminue, et on sait que l'année 2024 est à la fois la plus meurtrière pour les Russes et la moins meurtrière pour les Ukrainiens, avec cette tendance qui semble de poursuivre en 2025, ce qui est évidemment la conséquence de ce choix ukrainien de se positionner en défense et de ne conduire des offensives que quand ils ont la quasi-certitude qu'elles vont être victorieuses, alors que par exemple en 2023, on les avait poussés militairement et politiquement à faire cette offensive qui s'est révélée un échec, alors qu'évidemment on avait des grandes attentes, mais comme ils n'avaient pas de système de déminage, pas d'avions de chasse, pas de missiles de longue portée et pas de système de guerre électronique, évidemment c'était un petit peu compliqué. Et donc si on s'intéresse maintenant aux pertes matérielles militaires, on peut prouver que plus de 21 500 pertes militaires pour la Russie contre 8 700 pour l'Ukraine. Et là aussi, quand on regarde l'évolution du rythme des pertes, on constate une baisse importante du nombre de matériels prouvés perdus par les Russes, mais cette baisse de matériel militaire est largement compensée par des équipements civils dont la proportion explose, comme vous le voyez sur ce graphique. Et vous voyez ici la tendance inverse sur les pertes de véhicules civils, où l'on atteint 4000 pertes documentées en avril, et on parle bien de pertes prouvées pour du matériel qui n'a absolument rien à faire sur des assauts et en ligne zéro. Si on compare maintenant les pertes uniquement militaires entre les deux armées, on constate que la Russie perd toujours plus de matériel que l'Ukraine, mais la proportion entre les deux tend à se réduire pour 2 raisons. D'abord parce que la Russie déploie et perd de moins en moins de matériel et de blindés depuis le mois de novembre, tout simplement parce qu'on en a moins. Et puis si on en croit la vitesse à laquelle les stocks soviétiques se vident, la tendance ne devrait pas s'améliorer. Et pour ces perspectives de voir les stocks soviétiques être vides, je vous renvoie vers des analystes avec des photos satellites absolument incroyables
web dans lequel ils permettent de quantifier le matériel qui reste encore disponible. Le deuxième facteur, évidemment, c'est simplement que l'Ukraine perd davantage de matériel militaire, mais aussi parce qu'elle en a davantage que par le passé, ce qui n'était pas son cas. Au début, elle avait beaucoup de matériel civil, maintenant, elle se renforce, elle est de mieux en mieux équipée, et par exemple, si on regarde uniquement les blindés de transport, on peut évoquer la livraison de plus de 1500 MRAP, de plus de 8000 transports légers comme le Humvee, d'environ 4400 transports de troupes comme le M113 ou les VAB français, et tout cela correspond aux besoins d'une armée de plus de 600 000 hommes, sachant qu'il y a encore plus de 2000 autres transports de troupes blindés qui vont arriver. Donc logiquement, quand vous avez une armée qui se déplaçait avec des 4x4 et qui se déplace aujourd'hui majoritairement ou beaucoup plus avec des véhicules blindés, et vous avez plus de pertes de véhicules blindés, mais par contre, vous avez moins de morts. Et ça, c'est évidemment une des clés de l'explication de cette baisse du nombre de pertes humaines du côté ukrainien. Et en plus, vous avez le mois de mars dans lequel on a eu le retrait de Koursk qui explique cette perte militaire anormalement élevée côté ukrainien, et on en reparlera en détail, mais c'est tout cela qui explique le rapprochement des courbes des pertes matérielles militaires des deux camps et l'écart qui se creuse dans les pertes humaines. D'ailleurs, on peut aussi désormais dire que chaque assaut conduit par la Russie provoque désormais la perte de 9 soldats au lieu de 8 l'an dernier, tout en permettant désormais de ne conquérir que 60 mètres carrés contre plus de 200 mètres carrés l'année dernière, ce qui représente désormais 200 pertes russes pour chaque kilomètre carré conquis, et on verra si cette statistique se révèle juste également dans les prochains mois, mais ça veut dire aussi qu'au rythme du premier semestre, il faut 200 ans et 100 millions de Russes pour conquérir toute l'Ukraine, donc vous vous doutez bien que c'est pas soutenable, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on passe maintenant à l'évolution du front pour voir les évolutions de terrain et les méthodes employées, on commence d'abord par la zone de Kherson, où il n'y a toujours aucune évolution territoriale, c'est-à-dire que les deux camps se tirent dessus à distance avec des bombardements quasi quotidiens, notamment sur les villes, sur la ville de Kherson et sur les villages alentours. Et les Ukrainiens de leur côté continuent de faire usage de drones FPV, comme sur ce système de défense aérien Tor, avec également des frappes de bombes planantes AESM Hammer pour empêcher la mise en place d'une force russe qui serait capable de traverser la rivière. Et il y a néanmoins des petits raids ponctuels dans les deux sens. Côté russe, on voit des tentatives hallucinantes où ils essaient parfois de traverser le Dniepr sur des embarcations de fortune, et on se doute bien que c'est simplement pour tester le niveau des défenses ukrainiennes, mais évidemment, cela coûte des vies à chaque fois. Un petit peu plus de suite, quand on regarde ce qui se passe en mer Noire et en Crimée, d'abord on voit des bombardements réussis sur des aéroports militaires, la destruction des défenses aériennes, comme ici un radar de S-400, la destruction de dépôts, de bâtiments militaires, y compris à Sébastopol, et on a vu des attaques avec des drones kamikazes FPV qui vont toucher des radars ou des hélicoptères, sauf qu'un FPV, vu qu'il a une portée qui est de 30 km maximum, soit il s'agit d'un commando infiltré qui a été directement sur le terrain, soit ce sont des drones navals, comme ça a été vu plusieurs fois, et ces drones navals qui vont faire de portes FPV, et donc ils vont eux-mêmes pouvoir porter le feu sur quelques dizaines de kilomètres de profondeur sur le dispositif russe au bord de la Crimée. D'ailleurs, quand on regarde la mer Noire, les Ukrainiens ont réussi à détruire le réseau de capteurs que les Russes avaient installé pour détecter les drones navals, et ce succès a permis de lancer des dizaines de drones navals de différentes catégories, et plus seulement des drones kamikazes visant les navires russes. Là, il y a vraiment des drones, lance-drones aériens qui avaient détruit des installations au sol, comme on en parlait. Il y a également ceux qui sont maintenant équipés de canons, de 12-7, voire de torpilles qui pourraient être tapés sur un navire sans être capables d'être interceptés, contrairement à ce qui arrive aux drones navals. Et il y a aussi la version capable de tirer des missiles anti-aériens et qui a réussi à abattre des chasseurs Sukhoi 30 après la destruction de plusieurs hélicoptères à la fin de l'année 2024. Et évidemment, encore une fois, ce ne sont que des pertes qui sont prouvées par l'image. Donc stratégiquement, ça veut dire que l'Ukraine, elle peut désormais préparer des bulles d'interdiction aérienne qui permettent aux drones navals kamikazes d'opérer plus facilement, ce qui permet possiblement d'ouvrir le ciel aux avions de chasse ukrainiens s'ils veulent conduire des opérations de bombardement à longue distance, comme ils l'ont fait plusieurs fois en 2024, puisqu'il faut aller au moins jusqu'au milieu de la mer Noire s'ils veulent frapper le pont de Crimée, comme ils l'avaient déjà fait pour le chantier naval qui se trouvait à quelques kilomètres de ce pont, le chantier naval de Kerch. Mais cette maîtrise, elle est aussi nécessaire pour envoyer des assauts beaucoup plus loin, notamment vers Novorossiysk, où la flotte de la mer Noire a dû se réfugier après avoir abandonné Sébastopol, et où plusieurs frappes ont eu lieu, ou encore plus au sud sur les dépôts pétroliers, comme celui de Tuapse.
Quand on revient sur la zone de contact de l'oblast de Zaporijjia, la Russie n'a progressé que d'une petite trentaine de kilomètres carrés au sud-ouest du village Kamianske, qui se trouve sur la ligne de front quand même depuis 2022, c'est-à-dire que le front semble stabilisé autour de la ville de Orikhiv, qui semblait être la cible de la Russie jusqu'ici, et où avaient été concentrés la plupart des efforts russes en 2024, mais où l'Ukraine avait réussi à construire un bon réseau de défense qui ne nous avait pas permis d'avancer. Donc dans la zone, l'immense majorité des assauts est réalisée avec des quads, mais il y a quand même eu un assaut énorme qui avait regroupé des dizaines de blindés et de troupes rapides, et au final, il a permis d'avancer jusqu'à la ville de Mala Tokmalchka, mais quand on regarde les vidéos des combats, les pertes russes sont absolument démesurées pour ce résultat, avec des dizaines de blindés perdus et probablement plus d'une centaine de morts sur la journée dans cette tentative. Et le bilan de cet assaut, il est vraiment révélateur de la situation, où la Russie a de plus en plus de mal à progresser, en raison d'un manque de matériel, mais pourtant, elle ne renonce pas pour autant à envoyer ses hommes à l'abattoir, puisqu'elle trouve toujours des hommes pour compenser ses pertes. Côté ukrainien, il n'y a pas vraiment d'action au sol, si ce n'est en défense, ce sont plutôt des bombardements à distance qui sont observés. Par exemple ici, avec les Hammer A2SM françaises sur des positions russes, l'objectif étant de rendre les assauts des Russes toujours plus prévisibles, en les obligeant à partir de plus loin, ce qui laisse le temps de les attaquer avant qu'ils n'arrivent sur les lignes ukrainiennes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pour ce qui est des pertes ukrainiennes dans la zone, la quasi-totalité est réalisée sur des véhicules qui assurent la logistique vers la ligne 0, comme ici avec des drones FPV à fibre optique qui vont les frapper sur les arrières ukrainiens. Côté statistique, sachant qu'il reste 7300 km² à conquérir dans l'oblast de Zaporijjia pour réussir à le conquérir et qu'ils n'ont conquis que 35 km² en 4 mois, l'oblast sera conquis, accrochez-vous, en 2095, rendez-vous dans 70 ans. Quand on arrive sur le front sud, toujours autour de Donetsk, on est passé d'une progression de 1800 km² au dernier trimestre 2024 à seulement 560 km² sur les 4 premiers mois de l'année. Et depuis le dernier point de situation début mars, on peut noter que la progression russe a continué autour de Velika Novosilka, que les Russes avaient conquis en février, et ils ont progressé sur quasiment 6 km vers le nord, mais l'avancée russe est stoppée depuis la mi-mars, alors que les assauts continuent pourtant presque tous les jours. Au nord-est de cette position, la petite ville de Kourakove, avec 3000 habitants avant la guerre, avait été prise début février, après presque 6 mois de combat, ce qui avait laissé le temps aux Ukrainiens de construire une ligne de défense 10 km plus à l'ouest, à la hauteur d'Andrivka, et les Russes sont toujours bloqués sur cette ville qu'ils ont pourtant atteint en mars, avant de devoir l'abandonner, comme on le voit sur cette vidéo, et on observe même des petites contre-offensives locales où les Ukrainiens ont profité d'une rotation russe pour faire une contre-attaque réussie que les Russes ont mis à nouveau des mois à reprendre. Et aujourd'hui, on voit très clairement un réseau de défense encore plus dense derrière Andrivka, puisque la ville est rasée et les Ukrainiens vont probablement bientôt l'abandonner, d'autant plus que la Russie continue de lancer des assauts massifs de colonnes d'infanterie et parfois de blindés sur les axes routiers, et ça finit toujours dans un bain de sang, mais ça permet néanmoins d'épuiser la défense ukrainienne, même si évidemment il y a toujours davantage de Russes qui meurent. On arrive maintenant sur la zone de Pokrovsk, qui concerne un tiers des assauts de toute l'armée russe, même en prenant compte l'oblast de Koursk, et c'est une zone que je connais bien puisque je m'y suis rendu 4 fois depuis cet été, sachant qu'on annonce la chute prochaine de la ville, au moins depuis le mois d'août. Donc globalement, les Russes progressaient assez vite dans la zone à la fin de l'année 2024, et là vous voyez les progrès sur le dernier trimestre de l'année, mais début 2025, il y a eu l'arrivée de la 155e brigade, plus connue sous le nom de Han de Kiev, c'est-à-dire que c'est cette unité qui a été formée et équipée par la France, et on observe que depuis leur déploiement, la situation a totalement changé. Non seulement les Russes n'ont pas progressé d'1 mètre depuis la mi-janvier, malgré des tentatives quotidiennes et lourdes, mais les Ukrainiens ont même réalisé quelques contre-offensives locales pour relibérer quelques villages. Et là, on a vraiment la preuve que quand on arme correctement les Ukrainiens, les résultats sont là. Et je vous rappelle que la France a formé environ 5000 hommes et que cette unité, elle dispose de 18 canons César, d'une vingtaine de chars Léopard. J'ai été les visiter en ligne 1, donc vous pouvez aller voir ces vidéos reportages sur le terrain. Et tout ça est accompagné des AMX-10 et des transports de troupes qu'on appelle les VAB. C'est aussi là qu'on va parler pour la première fois des systèmes qui permettent de brouiller les bombes planantes russes qui faisaient tellement de victimes, mais sauf qu'aujourd'hui, comme le système est brouillé, les avions russes ils peuvent pas cibler des environnements précis, par exemple des bunkers ou des positions ukrainiennes, si bien qu'ils vont taper au milieu de la ville au hasard, et puis finalement, même si la bombe tombe 200 mètres ou 300 mètres à droite ou à gauche, ça va toujours toucher quelque chose, puisque en ville, il y a toujours des bâtiments à détruire. Donc les Russes n'arrivant pas à dominer malgré
malgré tous leurs assauts, toutes leurs tentatives, les équipes de la 155e brigade, ils cherchent à contourner Pokrovsk par l'est et par l'ouest, mais ils n'arrivent pas à consolider leur position, même si parfois ils arrivent un petit peu à avancer. Et par exemple, ils n'ont pas réussi à s'emparer des villages d'Udachne, malgré des assauts à répétition depuis plus de 4 mois, avec une attrition forte et de véritables autoroutes de la mort dans laquelle les soldats russes se font massacrer entre les arrières et les positions d'où ils lancent les assauts. Et ici, on est près de Solonay, et on voit beaucoup d'images similaires, même si bien sûr, vous avez compris le principe. À l'ouest de la ville de Pokrovsk, cependant, les Russes auraient redéployé une partie des forces qu'ils ont retirées de Koursk, ce qui a permis de reprendre la progression depuis début mai, et ce qui permet de menacer la route qui reliait Pokrovsk à Konstantinivka. Par contre, contrairement à ce qu'on voit parfois, cette route n'est pas utilisée pour la logistique ukrainienne, elle est inutilisée depuis relativement longtemps, et toute la logistique arrive depuis par les arrières, où un réseau de routes secondaires a été mis en place et fonctionne très bien. J'en ai été témoin, j'ai été sur place. Donc faut pas imaginer que si les Russes prennent cette route, ça va s'effondrer et que tout le front du Donbass va s'effondrer. La propagande russe le dit, mais sur le terrain, ils ne s'en servent déjà plus depuis plusieurs mois. Donc la seule crainte aujourd'hui, c'est que si les Russes n'arrivent pas à avancer sur Pokrovsk, mais qu'ils avancent très doucement sur les côtés, ça pourrait faire un scénario à la Vuhledar, dans lequel les Russes n'avaient jamais réussi à prendre frontalement la ville, mais à force de pertes et à force de tentatives dans les champs autour, ils avaient réussi finalement à l'entourer jusqu'à une évacuation de la ville. Mais à la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui, on parle quand même rendez-vous à la fin de l'année 2025. Plus au nord, il y a une deuxième ville qui concentre énormément d'efforts russes, avec 14% du total des assauts, c'est Toretsk. La Russie avait annoncé avoir conquis la ville en février, sauf qu'elle l'a jamais réellement conquis en entier, et que l'unité ukrainienne Lyuty avait même réussi des contre-attaques depuis le nord de la ville et sa banlieue, jusqu'à annuler en 15 jours la totalité des gains que les Russes avaient pu réaliser pendant tout le dernier trimestre 2024, et les Russes ont donc dû reconquérir une deuxième fois la zone, ce qui leur a fait perdre encore 4 mois, et on voit bien ici, comme à Koursk ou à Pokrovsk, que finalement quand les Ukrainiens ont les moyens et décident de lancer une action offensive, ils sont capables très clairement de dominer les Russes. Simplement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le matériel ni les hommes pour conduire ces opérations à grande échelle, mais on peut espérer que ça s'améliore un petit peu dans le futur. Plus au nord, les Ukrainiens résistent toujours dans la ville de Chassivia, alors qu'elle se trouve seulement à 6 km de Bakhmout, qui a été prise, je vous rappelle, au printemps 2023. Donc il n'y a plus le moindre progrès depuis début 2025, ce qui a laissé le champ aux Ukrainiens pour préparer des défenses plus à l'ouest en cas de prise de la ville, puisque Chassivyar est sur la route de Kramatorsk et de Konstantinivka. Encore plus au nord, les Russes continuent de lancer des assauts mécanisés dans les plaines autour de Tsiversk, et c'est justement à l'est de ces villes que j'ai passé 48 heures dans une tranchée avec les opérateurs de drones lourds de l'unité Roubige de la garde nationale, et donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais quand on traverse la ville qui se fait bombarder tous les jours depuis 3 ans et qu'on voit à quel point c'est un champ de ruines où seuls quelques petits vieux veulent rester en disant qu'ils attendent juste de mourir à cet endroit-là, c'est juste dramatique de voir à quel point même ce que les Russes réussirait peut-être dans le futur à conquérir, c'est réellement inutilisable. Il n'y a plus personne, c'est vide et c'est totalement détruit. Autour de cette ville, on a beaucoup d'images partagées par la 54e brigade mécanisée qui repousse la plupart des assauts grâce à des frappes d'artillerie ou grâce à ses drones FPV. Et le seul gain significatif russe dans la zone concerne le village de Bilohorivka qui est désormais en grande partie sous leur contrôle, même si les Ukrainiens maîtrisent encore la colline, ce qui leur offre une position surplombant les Russes, évidemment ce qui est idéal pour la défense. Encore plus au nord, quand on arrive à la limite de l'oblast de Donetsk, il y a la ville de Liman. La Russie a réussi à faire sauter un verrou de la défense ukrainienne dans les plaines, ce qui lui a permis de prendre 70 km² en 2025. Dans la zone, on peut aussi souligner les nombreuses difficultés en termes de communication qu'on peut constater du côté russe, avec notamment des tirs amis répertoriés, comme sur cette vidéo au nord de Liman. Donc même si la ville est loin, encore une fois, d'être conquise, j'ai plus le droit d'y aller et de la traverser comme ça avait pu être dans mes voyages précédents. Donc ça veut dire que quand même, soit le risque est devenu trop élevé, soit ils ont peur qu'il y ait du renseignement qui soit réalisé par les journalistes et les blogueurs qui peuvent aller sur place. Et donc c'est pour ça qu'il y a plus de sécurité, mais en tout cas c'est un signe de tension dans cette zone, alors qu'elle avait été, je vous rappelle, libérée dans la grande contre-offensive de 2022 et que la population avait vraiment une vraie fête quand les Ukrainiens avaient pu revenir dans la ville. Donc au global, la Russie elle a progressé d'un peu moins de 5 km² par jour dans l'oblast de Donetsk depuis le début de l'année, et les différents points clés comme autour de Pokrovsk, Chassivyar ou Toretsk, ils tiennent encore, alors que ces 3 villes sont quand même menacées, bombardées depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et malgré les moyens
immenses qui sont quand même déployés par la Russie et les pertes qu'ils tolèrent pour stagner ou quasi stagner face à ces villes. Donc on verra si ce ralentissement vraiment est lié à l'effort particulier qui a été réalisé dans la zone de Koursk, ou dans lequel une partie du matériel russe avait été détournée, et auquel cas, la fin de cette opération dans Koursk pourra de nouveau libérer 70 000 Russes et Nord-Coréens pour les remettre sur le front ukrainien pour tenter d'avancer, ou si c'est réellement un ralentissement qui est structurel et durable. Mais en tout cas, quand on parle aux soldats sur le front, ils ont toujours ce même constat. Les pertes sont au plus bas, même s'il y a toujours des pertes, évidemment, faut pas le nier. Et je connais malheureusement des copains qui sont tombés, des gens que vous connaissez pas sur la chaîne. Par contre, ils ont toujours la supériorité dans les drones. Il n'y a plus cette souffrance dans l'artillerie avec une forme de rééquilibrage qui a pu être observé parce que les Russes tirent moins et que les Ukrainiens ont reçu beaucoup plus d'obus que par le passé. La souffrance réelle aujourd'hui, puisque les bombes planantes sont de plus en plus brouillées dans un nombre croissant de zones, c'est les drones kamikazes à fibre optique, parce que là, contre ça, il faut y aller avec des fusils à pompe pour se défendre, ou pour les intercepter ou tirer dessus, et ça, c'est quand même très compliqué. Mais dans tous les cas, la statistique, c'est que les Russes ont pris 10% de l'oblast en 10 mois, et donc comme il en reste environ un tiers de l'oblast à prendre, on peut se dire qu'à la vitesse actuelle, il faudra encore 30 mois pour conquérir simplement l'oblast de Donetsk, mais vu la vitesse à laquelle ils bloquent face aux grandes villes, on peut se dire que là, vu qu'il reste les plus grandes villes, j'imagine pas qu'ils puissent continuer à la vitesse qu'ils avaient en 2024, même s'ils redéployaient toutes leurs forces dans la zone de Pokrovsk par exemple, ou dans le Donbass d'une manière générale. On termine avec l'oblast de Kharkiv, où la Russie a conquis un peu moins de 80 km² répartis en 2 zones. D'abord le long de l'oblast de Louhansk. Après avoir atteint la rivière Oskil au dernier trimestre de 2024, la Russie n'a que très peu progressé pour avancer au nord de Borova. Simplement quelques kilomètres carrés de plaine, mais aucun point stratégique et aucune ville. Et c'est un peu différent autour de Kupiansk, puisque les Russes sont parvenus à s'emparer du bourg de Dvorishna, mais ils ne parviennent pas à capitaliser sur ce gain et n'ont pas progressé dans les villages au nord-ouest, malgré les nombreux assauts répertoriés. Et sur le front, au niveau de la frontière russe, il n'y a pour ainsi dire aucune évolution. La ville de Vovchansk est toujours divisée en deux, sans qu'on ait observé de mouvement d'ampleur d'aucun des deux camps, même si on a toujours ces images de combats urbains avec des champs de ruines et beaucoup d'images de tentatives russes qui sont attendues par les Ukrainiens positionnés dans les caves, mais globalement, là, on est vraiment sur un champ de ruines. Si on regarde maintenant les incursions ukrainiennes qui ont eu lieu sur le territoire russe, évidemment, elles ne sont toujours pas terminées. L'offensive du mois d'août 2024 a tenu bien au-delà des objectifs annoncés, et début 2025, l'Ukraine maîtrisait encore à peu près 470 km² malgré un rapport de 3 Russes pour chaque défenseur ukrainien, et l'accumulation d'environ 70 000 hommes avec un déluge d'obus, des drones kamikazes, des assauts incessants, mais la quasi-totalité de cette superficie a été perdue par l'Ukraine entre le 6 et le 13 mars, avant tout par une double pression américaine. D'abord, l'arrêt du partage du renseignement fourni par les USA à la demande de Trump, car il exigeait en parallèle que les Ukrainiens se retirent de la zone pour permettre d'obtenir un cessez-le-feu. L'arrêt du partage du renseignement a fragilisé les positions ukrainiennes dans la zone, mais en plus ce retrait, qui a été exigé par les États-Unis, devait se réaliser sans attaque russe, et ça, ce sont directement les combattants français qui m'ont dit qu'ils avaient quitté la zone sans combattre et sans poser de mines pour ralentir les Russes qui pourraient essayer de les suivre, sauf que les Russes, ils ont finalement massivement attaqué, avec notamment 2 assauts le 6 mars qui ont l'objectif de couper les axes logistiques ukrainiens. Puis ensuite, le 8 mars, ils lancent 3 assauts distincts sur le nord de la zone, d'où les Ukrainiens sont justement en train de se retirer, permettant à la Russie de reprendre 172 km² de son territoire. Et donc on aura probablement une confirmation dans quelques mois de la pression américaine sur ce territoire et sur la volonté d'abandonner ce territoire, tout comme il a fallu attendre novembre 2024 pour avoir la preuve que les Américains ont interdit aux Ukrainiens de tirer sur les Russes qui se retiraient de la zone de Kherson en novembre 2022. Là, c'est des pressions américaines qui empêchent les Ukrainiens de faire leur boulot correctement. Dans tous les cas, le problème c'est que cette logistique ukrainienne ne parvenant plus à accéder dans la zone de course, ils n'avaient même plus suffisamment d'armes pour se défendre, ni de carburant pour évacuer les véhicules, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de véhicules ukrainiens qui ont été capturés par les Russes, beaucoup également de pertes qui ont pu être documentées sur les tout derniers jours de cette bataille, à tel point que le commandant de la 47e brigade a démissionné pour signifier son mécontentement, mais les Ukrainiens de leur côté ils tiennent toujours une dizaine de kilomètres carrés malgré les annonces russes de fin de l'opération, et on voit toujours des
opérations de bombardement à longue distance dans la profondeur russe, avec notamment les bombes à 2 SM, comme sur cette traversée de rivière, ou sur ce pont qui est détruit par des HIMARS, et à chaque fois, ce sont des images qui sont tournées par les Russes eux-mêmes et qui confirment donc les succès, mais on a aussi des preuves ukrainiennes, comme ce drone qui est en haute altitude et qui vole en assez grande profondeur sur le territoire russe, ce qui prouve que les drones ukrainiens ont vraiment une capacité de passer outre le brouillage des communications pour faire du renseignement sur le territoire russe. Et les Russes également, de leur côté, évidemment, ils tapent sur le territoire ukrainien, comme avec ce canon qui est détruit par un drone FPV à fibre optique, et ils tirent plus ou moins sur tout ce qui bouge, un petit peu comme ce bus rempli de civils dans lequel il y a eu 9 morts le 17 mai, et ça c'est quelque chose qui est relativement semblable sur tout le front. À cette petite poche, il faut ajouter aussi 2 nouvelles offensives limitées le 22 mars pour créer une autre incursion sur le territoire russe dans l'oblast de Belgorod, puis encore un autre début mai dans une zone frontalière de Koursk, et globalement, l'objectif ukrainien y reste le même, forcer les Russes à garder une masse de manœuvres importante sur leurs frontières. Les Russes avaient dégarni leur front pour tout mettre dans le Donbass, et donc tant qu'ils feront ces petites offensives et ces petits assauts, ça imposera aux Russes de laisser des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes sur leurs propres frontières pour éviter des incursions, et puis ça permet aussi politiquement de montrer que la Russie n'est pas capable de maîtriser son territoire, et ça évidemment c'est une très bonne chose pour les Ukrainiens. On termine avec la guerre à longue distance que se mènent les deux pays, et on observe 2 logiques qui sont totalement différentes. D'une part, l'Ukraine continue ses ciblages de plus en plus loin sur le territoire russe, et apparemment la crainte des Russes de voir des attaques réussies le 9 mai sur Moscou pendant le grand défilé a nécessité de déplacer plus de 180 systèmes de défense aérienne vers la capitale, ce qui a laissé le champ libre aux Ukrainiens avec un nombre inégalé de cibles touchées en grande profondeur. Par exemple, ici, on voit le lancement coordonné de plusieurs drones. Donc les drones, évidemment, c'est des sortes de missiles low cost. Et si on ne parle que des réussites juste dans la région de Moscou, on peut citer la destruction d'une usine d'armement comme JSC Basal qui produisait des bombes planantes et des drones, des aérodromes comme celui de Kubinka, où l'on a des preuves satellites d'explosion, des dépôts de munitions comme le 65e arsenal avec ses 105 000 tonnes de munitions, des usines chimiques comme celle de Nizhny Novgorod, des bases militaires comme celle de Mounio, ou alors quand on se rapproche plus du front ukrainien, il y a par exemple ces 4 hélicoptères qui ont été frappés des Mi-8 et des Kamov 52, et en parallèle on voit toujours cette pression sur la production d'énergie russe avec des raffineries, des dépôts pétroliers, mais aussi de plus en plus d'actions au sol, comme ces installations gazières qui ont spontanément pris feu alors qu'elles sont en Sibérie à plus de 4000 km du front, comme ce Sukhoi 30 de l'aéroport de Rostov qui a brûlé directement sur le tarmac. Et je vous renvoie donc vers cette carte qui répertorie toutes les attaques à longue distance prouvées réussies de l'Ukraine sur le territoire russe. Et donc face à ces actions qui sont pour le coup des succès militaires, la Russie elle continue ses campagnes de bombardement massifs et indiscriminés contre l'Ukraine, mais vous verrez justement jamais la preuve de leur succès, ni avec des images satellites, ni avec des images de drones, ou alors des habitants qui pourraient filmer ces dégâts, tout simplement parce que l'immense majorité des attaques sont réalisés contre des immeubles d'habitation, mais profondément je pense que les Russes ont réellement arrêté de tenter de faire semblant d'essayer de montrer qu'ils tapaient sur des cibles légitimes militaires. Là aujourd'hui ils assument complètement de taper sur des civils, notamment depuis qu'ils ont rajouté des sortes de mines qui sont à l'intérieur des drones kamikazes Shahed, puisque plus de 90% de ces drones sont détruits. Et quand ils explosent maintenant, il y a des mines qui tombent au sol, ce qui permet simplement de faire du terrorisme organisé officiellement par l'État russe. Et pour ce qui est justement de l'interception, le niveau d'interception des missiles de croisière, il est toujours relativement élevé, il est au-delà de 70% a priori maintenant, notamment grâce à l'arrivée de plus d'une vingtaine d'avions de chasse fournis des F-16 et des Mirage 2000, qui tous les jours font 1, 2, 3 missions pour certains appareils. Et on m'a dit qu'il y avait entre 40 et 50 missions qui étaient réalisées chaque jour par ces avions, interception ou bombardement maintenant qu'ils en ont suffisamment. Par contre, ils n'ont pas encore les radars à longue portée et les missiles à plus longue portée qui leur permettraient aussi de faire fuir la chasse russe lorsqu'elle vient pour faire des missions de bombardement. Et ça, c'est quand même une déception de ne pas avoir fourni des F-16 avec le package top du top tel qu'on aurait pu l'espérer au début. Vous avez quand même des pertes également dans ce domaine, avec quand même 3 F-16 qui ont été perdus depuis le début, ce qui est finalement peu au regard du nombre de missions qu'ils font, et également 2 Sukhoi 27 qui ont été détruits cette année, un en février et un fin avril comme on le voit ici, alors qu'ils tombent au cours d'une mission d'interception de ces fameux missiles russes, et heureusement, il y a quand même la plupart des pilotes qui ont pu s'éjecter.
Pour ce qui est des autres pertes d'équipements marquants, on peut souligner la perte de 2 lanceurs HIMARS ukrainiens en un mois, ce qui fait quand même 3 détruits depuis le début de la guerre sur les 43 exemplaires qui ont été reçus. Et les Russes ont pour leur part également perdu un Ouragan, qui se veut l'équivalent russe du HIMARS, et qu'ils ont en tout petit nombre. Ils ont également perdu une multitude de radars et de systèmes de guerre électronique ou de défense aérienne sur tout le front, comme on le voit sur cette carte des pertes prouvées géolocalisées. Côté ukrainien, on a aussi vu le retour des S-200, qui sont un système de défense aérien qui a une portée de plus de 200 km, qui avait en particulier permis de détruire des avions stratégiques l'an dernier, et surtout le soutien des alliés de l'Ukraine s'accroît, avec par exemple l'Allemagne qui annonce des missiles à longue portée, l'Italie qui va fournir encore un SAMP-T ainsi que 400 transports de troupes blindées M113, et non seulement le flux d'équipement des USA a atteint un niveau record depuis l'arrivée de Trump, mais les USA ont aussi annoncé 2 Patriotes qui ont été rendus par Israël, qui seront remis en état et fournis à l'Ukraine. Ils vont aussi accepter de transmettre plus de 300 millions de dollars de pièces détachées pour des F-16, et pourquoi pas justement ces fameux missiles longue portée, pourquoi pas des nouveaux radars qui permettraient de chasser des Sukhoi 35. Les États-Unis ont aussi débloqué la 50aine de chars Abrams australiens qui devaient arriver, et donc qui commencent à arriver en ce moment. Donc on va pas faire la liste de toutes les nouveautés technologiques, mais il y en a énormément, notamment sur la guerre de longue distance, avec une nouvelle version des Shahed à réaction plus furtive qui peut éviter le brouillage, avec du côté ukrainien des drones en fibre de carbone qui peuvent aussi aller dans la profondeur avec une plus haute furtivité. Mais par contre, le vrai problème, c'est le viol de plus en plus massif et assumé de toutes les conventions internationales par la Russie, avec désormais des gaz chimiques utilisés contre les combattants, ou alors directement des produits chimiques toxiques qui sont enduits sur les drones Shahed afin d'intoxiquer les démineurs ou ceux qui ramasseraient des débris. Et malheureusement, cela n'entraîne aucune conséquence appropriée, alors qu'on est quand même sur un niveau de crime de guerre qui est inégalé. En tout cas, la mauvaise volonté russe de tenter d'obtenir le cessez-le-feu est chaque jour plus visible, avec les fausses trêves que la Russie viole à chaque fois, et elle les prononce, elle les viole, mais elle cherche à se faire passer en victime. Et je vais juste vous rappeler le cas de du premier cessez-le-feu qui avait été demandé par les Russes et exigé et annoncé par les Russes le 6 et le 7 janvier 2023. En réalité, c'était un piège, et c'était justement à cette occasion, pendant les jours de trêve, que les Russes avaient lancé un grand assaut sur la ville de Soledar, et les Ukrainiens ne s'y attendaient pas, et justement c'était le verrou pour prendre ensuite Bakhmout. Donc les cessez-le-feu russes, on sait ce que ça vaut depuis 2014, systématiquement, ils les violent eux-mêmes, et ce n'est qu'une façon de faire de la com pour prétendre que c'est eux qui veulent arrêter la guerre. S'ils ne voulaient pas la guerre, ils auraient pu ne pas la commencer, et ils peuvent l'arrêter demain, donc il n'y a plus personne qui se fait d'illusions sur leur volonté. Et donc la différence désormais, dans ce terme de ce cessez-le-feu, négociation de paix, c'est que vous avez d'autres pays qui commencent à mettre la pression à la Russie. Le Brésil, la Chine, l'Inde, ils soutiennent les opérations et les tentatives de trouver une solution qui soit négociée, diplomatique, tout simplement parce que eux aussi maintenant, ils en ont marre, l'économie ça leur touche, mais ils vont probablement être ciblés par les sanctions secondaires, parce que eux, comme ils achètent du carburant et du pétrole et de l'énergie russe, on pourrait eux aussi les toucher désormais, et ça c'est a priori le prochain paquet de sanctions qui va arriver, encore une fois, si les Russes refusent ce cessez-le-feu à minima de 30 jours. Donc à mon avis, pour les prochains mois, les Russes vont encore tenter une grande offensive cet été, en espérant qu'elle se termine comme l'échec d'avril 2024, quand ça avait eu lieu sur Kharkiv, et c'est seulement après ce futur tentative d'assaut, s'il est un échec, qu'ils seront contraints à des négociations, puisque, je le dis depuis le début, les Russes ne seront contraints et accepteront de négocier uniquement quand ils n'auront plus les moyens militaires ou économiques de continuer. Économiquement, la situation est pire que dans les pires prévisions de Moscou, ça je vous renvoie à des articles que vous pourrez aller consulter, et militairement, ils ne semblent pas en mesure de reconstituer une masse de manœuvre qui est capable de conduire des opérations d'ampleur. Et donc il y a un seul domaine dans lequel il y a une montée en puissance qui est avérée et qui va continuer, c'est dans le domaine de la guerre à distance qui ruine les deux pays en détruisant leurs infrastructures. Mais vu le ratio coût-efficacité de ce type d'attaque, évidemment, dans les deux camps, c'est normal qu'ils continuent à essayer de monter en puissance, l'objectif étant de contraindre l'autre par l'effondrement économique militaire à vouloir arrêter ces assauts. Et malheureusement, la paix, on la cherche, on l'obtiendra uniquement par la force, par la domination ukrainienne. Quand les Ukrainiens seront plus forts, les Russes sauront que ça ne sert à rien de continuer à gaspiller leurs ressources, leur vie, et d'hypothéquer leur avenir pour conquérir des champs de ruines.
Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé sur cette vidéo. Merci à Seb qui bosse avec moi maintenant depuis plusieurs mois. Gaëtan également d'Air Cosmos pour son soutien et tous les éléments qu'il nous apporte. Et puis à vous pour vos dons nombreux. L'année dernière, vous avez pu financer 6 tablets, ces containers médicalisés. Tous les copains également, ils vous remercient pour tout le matériel que vous nous apportez avec les collectes dont je remets les liens en commentaire à cette vidéo. Et je ferai bientôt une vidéo dédiée avec les copains qui vous remercient pour le matériel que vous pouvez leur apporter. 2 collectes, une collecte civile pour sauver des vies avec l'association Agir Ensemble pour l'Ukraine, une collecte qui est dédiée aux militaires, gérée par eux-mêmes sur PayPal, pour s'acheter également du matériel, des drones, des optiques, du matériel létal pour certains cas, mais ça, c'est eux qui s'en occupent. Allez, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt.